Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne-Gaëlle, coach professionnel et entrepreneur, mais surtout maman, épouse et femme, ballottée par mon hypersensibilité en quête d'équilibre et de calme intérieur. Je vous partage ici mes retours d'expérience personnelle et professionnelle, des clés concrètes, des outils, mais aussi de l'inspiration pour vous aider à cheminer en douceur vers plus de confiance, de sérénité et à retrouver le calme en vous et autour de vous au quotidien. Alors je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode. Vous est-il déjà arrivé de vous fixer un nouvel objectif ou bien de vous lancer dans un projet ou encore simplement de vous dire que cette semaine vous devez impérativement faire vos comptes ou trier vos placards sans arriver pour autant à vous mettre en train ou aller jusqu'au bout de vos engagements? Alors tout d'abord, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel du Calme. Je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast dédié à votre épanouissement personnel, votre bien-être et au calme intérieur. Aujourd'hui, je ne sais pas quel jour vous écoutez ce podcast, mais ce podcast sort le 25 mars. Le 25 mars, c'est quoi? C'est la journée mondiale de la procrastination. Donc, il me paraissait évident d'aborder ce thème, mais cette fois-ci sous un angle complémentaire. Par ailleurs, j'ai créé une playlist spécialement pour cette occasion qui s'intitule « Avancer vers vos objectifs sereinement » dans laquelle vous allez retrouver tous les épisodes en lien avec la productivité, la motivation et l'efficacité personnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet qui touche tous les domaines de notre vie. Nous procrastinons au travail, nous procrastinons dans la vie de famille, nous procrastinons dans nos relations, avec notre santé, dans nos loisirs, etc. Au programme de cet épisode, nous allons explorer la raison numéro 1 qui nous pousse à procrastiner. On va voir en quoi c'est problématique de procrastiner et surtout je vais vous révéler les stratégies qui permettent de transformer votre façon d'appréhender la procrastination et d'agir en faveur de vos objectifs et des choses que vous avez à faire. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Donc on y va sans plus tarder avec la première partie de cet épisode. Pourquoi nous procrastinons? On aimerait toutes et tous réussir à faire une tâche quand il est nécessaire de la faire. On aimerait tous atteindre nos objectifs, les objectifs qu'on s'est fixés. On aimerait réaliser, donner vie à nos projets ou à nos envies et le tout sans trop se poser de questions, sans trop être victime de démotivation et en ayant une motivation constante et une forme de volonté qui perdure, faire et puis c'est tout. Or dans la réalité, nous savons très bien ce que nous avons à faire pour atteindre nos objectifs, pour réussir, pour s'engager dans l'action, etc. Et nous pensons que l'exécution de nos tâches ou la réussite de nos projets dépendent de notre motivation, dépendent certainement d'un brin d'organisation et dépendent surtout de notre volonté à le faire. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Même si on sait ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'êtres humains, nous n'agissons pas forcément de cette façon. C'est ce que j'ai pu constater avec mes clientes, mais c'est aussi ce que j'ai pu constater, bien sûr, dans ma propre vie et l'exécution de mes propres tâches et projets. La réalité est bien plus complexe que l'adage « quand on veut, on peut ». Et cet adage-là, d'ailleurs, mérite d'être sacrément nuancé. Donc voici ce qui se passe concrètement lorsque nous fixons un objectif, lorsqu'on a une résolution, lorsque l'on a un projet en tête ou tout simplement lorsque l'on a des tâches à exécuter. Voici différentes situations dans lesquelles on peut se retrouver. La première, c'est qu'on va se sentir particulièrement motivé au départ. Donc on va être en énergie, on va faire tout bien comme il faut. On va presque tout donner à ce moment-là pendant quelques jours, quelques semaines, au mieux quelques mois, mais un matin, on va sentir la motivation vaciller. C'est aussi possible qu'on se retrouve à être engagé dans une action et au bout d'un moment ne plus savoir pourquoi on s'est lancé là-dedans. On peut avoir une organisation tout à fait au carré, avoir un plan qu'on va suivre à la lettre, et puis il va y avoir un imprévu, un impondérable qui va venir
perturber notre belle organisation. Et alors là, on va se sentir complètement dépassé et submergé. Et ce sont des opportunités finalement de procrastiner ou même laisser tomber. Une autre situation qui arrive fréquemment, c'est d'enclencher donc des actions pour lesquelles finalement il y a assez peu d'impact. On ne voit pas les résultats arriver, ou en tout cas ils tardent à arriver. On rencontre des obstacles ou des difficultés auxquelles on ne s'attendait pas, et donc le doute émerge. Et là, on se demande si on en est vraiment capable ou si ça en vaut la peine. Donc évidemment, à ce moment-là, même si on sait ce qu'on a à faire, même si on en a la volonté, eh bien ça ne suffira pas forcément. On peut vraiment être sujet à cette démotivation, à cette perte de sens, à parfois une fatigue passagère, à ce sentiment d'être complètement submergé par la tâche et finir du coup par procrastiner et par parfois abandonner ce que nous avions initié. Et ce que j'ai constaté, c'est que si nous procrastinons, ce n'est pas à cause de la flemme, ce n'est pas à cause d'un problème d'organisation, ni de manque de motivation, ni de manque de volonté. Au contraire, ne pas réussir à atteindre ses objectifs, à se mettre en action ou à reprendre les rênes de sa vie à un certain moment, c'est plutôt un sentiment douloureux. Et ça, ce sentiment, il a vraiment un goût amer. Donc c'est pas satisfaisant de tomber dans la procrastination. C'est pas quelque chose d'agréable à ressentir. Comme je le disais, on préférait nettement éprouver de la satisfaction d'avoir fait ce que nous avions à faire, de la légèreté ou même une forme d'énergie positive d'avoir pu accomplir des choses. On préférait ressentir la confiance en sa capacité à aller au bout de ses initiatives. On préférerait se sentir fier de réussir à gérer différents domaines de sa vie. On préférerait ressentir cette foi finalement de pouvoir réaliser dans sa vie ses ambitions et ses aspirations. Donc comment expliquer le fait que malgré ça, on ne le fait pas ou on n'arrive pas à le faire? C'est hyper frustrant, hyper déstabilisant parfois de se retrouver dans une situation où on a très envie de quelque chose, où on a une aspiration très forte à réaliser quelque chose et à se sentir étriqué, bloqué par une espèce de force qu'on n'arrive pas à identifier, qui va nous pousser à procrastiner, qui va nous maintenir dans cet état de blocage et qui parfois nous conduit à renoncer à ce à quoi nous aspirions. Alors là, je parle d'objectifs, de projets qui souvent sont des objectifs qui nous tiennent à cœur, mais parfois ça nous arrive aussi avec nos tâches quotidiennes. Et le problème de procrastiner avec les tâches quotidiennes, c'est qu'évidemment ça nous cause des torts finalement. Quand on cumule des choses non faites et qu'elles sont à faire, on se sent de plus en plus submergé. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre tempérament, notre personnalité, notre histoire et donc toutes nos expériences, depuis notre plus tendre enfance jusqu'au jour où vous écoutez cet épisode, influence grandement votre perception de la vie. Donc cela va forger en nous des croyances et cela va conditionner notre façon d'appréhender notre existence. Ainsi, chaque objectif qu'on se donne, chaque projet auquel on aspire, chaque tâche que nous avons à faire, chaque but que l'on se fixe est synonyme d'un enjeu. Et l'ampleur de cet enjeu est relatif à notre histoire, à notre tempérament et à nos croyances. Et donc, ce qui charge nos actions est la moindre de nos actions d'une dimension émotionnelle dont on n'a pas toujours conscience. Et c'est bien cette dimension émotionnelle qui nous amène à scroller sur Facebook et sur Instagram au lieu d'aller faire ses comptes par exemple, à faire des to-do list, s'organiser, planifier encore et encore, au lieu de juste prendre le téléphone pour passer le coup de fil qu'on a planifié sur notre agenda depuis des semaines. Ce qui nous pousse à parfois nettoyer et récurer un placard à la brosse à dents au lieu de faire son sport. Ce qui nous pousse à squatter Netflix au lieu, de prendre un rendez-vous pour sa santé. Donc, tout en sachant que ce comportement n'amène aucun résultat pour nous, on le fait quand même. Et ça provient de schémas mentaux
qui nous poussent à remettre au lendemain les tâches importantes, par peur de l'échec, par peur de la critique, par peur du succès. Il y a plein en fait d'émotions sous-jacentes derrière. Ça déclenche donc en nous des émotions et plutôt que de ressentir ces émotions que l'on va qualifier de désagréables, qui provoquent un malaise intérieur, on va chercher à les éviter. La procrastination est une stratégie d'évitement. On peut vouloir éviter la frustration, c'est-à-dire qu'une tâche va peut-être temporairement générer en nous une forme de frustration de ne pas pouvoir faire autre chose de plus sympathique, ou on va vouloir éviter un effort à fournir parce qu'on sait que ce que l'on veut atteindre va nous demander un effort. Et au lieu de ça, on préférerait obtenir une satisfaction immédiate, un plaisir immédiat. Donc le simple fait de se dire « je dois faire les comptes et trier mes papiers pour la prochaine déclaration d'impôt », ça donne pas spécialement envie, on est d'accord. Si je me dis « je dois trier mes photos pour libérer de la mémoire de stockage sur mon téléphone », mais que j'ai à peu près 20 000 photos ou que ça fait 5 ans que j'ai pas fait le tri, ça me paraît assez insurmontable, je m'imagine tout de suite le temps que ça va me prendre, donc ça me donne pas envie non plus. Et puis on peut vouloir éviter le sentiment de peur qui est généré par l'objectif en question. Par exemple, si je veux ouvrir un restaurant, que je suis pas forcément du métier, que c'est une première fois pour moi, etc., je vais procrastiner au moment de constituer ma société parce que derrière, il y a vraiment toute cette peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur, par exemple, qui survient. Si je veux me mettre au fitness alors que je n'ai jamais fait de sport de ma vie, je vais peut-être procrastiner le fait d'aller m'inscrire à la salle de sport ou d'aller faire ma première session parce que j'ai peur qu'on se moque de moi, parce que finalement je suis habituée à être cette personne qui ne fait pas de sport et je me demande un petit peu pourquoi maintenant je voudrais changer et peut-être que je me dis que c'est pas fait pour moi, que ça ne me correspond peut-être pas, donc il y a des doutes. Je vais prendre un dernier exemple. Imaginons que je doive faire une présentation au travail et puis après coup, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris les objectifs, les directives, les enjeux de cette présentation. Donc j'ai peur de me tromper, ce qui fait que je vais peut-être repousser jusqu'au dernier moment le fait de faire cette présentation sur mon ordinateur et je vais attendre vraiment la veille au soir de la présentation pour faire mes diapos et pour m'entraîner à cette présentation par exemple. Donc ça, c'est des situations qu'on rencontre au quotidien, qu'on rencontre vraiment tout le temps. Et finalement, est-ce qu'on se dit à ce moment-là que si on procrastine, si on s'y met à la dernière minute, etc., c'est à cause de nos émotions? C'est rarement le cas. En général, on reste en surface, on se donne des excuses de surface. Je vais y revenir juste après. Pour moi, la problématique, et j'en viens à la deuxième partie de l'épisode, c'est-à-dire quelque part, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que c'est réellement embêtant de procrastiner? Eh bien, comme je l'avais déjà évoqué, et c'est toujours d'actualité pour moi, la procrastination n'est pas mauvaise quand elle répond à un besoin légitime de repos, de prise de recul, de réflexion, de ressourcement, et puis même parfois ça permet de se réaligner justement avec ses objectifs, de faire un peu le point sur qu'est-ce qu'on a déjà accompli, qu'est-ce qu'on veut accomplir, est-ce qu'on est toujours un peu sur le bon chemin, celui que l'on s'était fixé, est-ce que ça nous colle toujours à la peau, est-ce que c'est ce qu'on veut, etc. Donc parfois ça a du bon parce que ces moments de procrastination vont contribuer à être plus créatifs, à trouver des solutions, à récupérer de l'énergie, à récupérer de l'envie, etc. Et puis la procrastination, elle est aussi naturelle puisque nous ne sommes pas pourvus biologiquement de capacité à être linéaires dans nos actions, dans nos émotions, dans notre énergie, dans notre motivation. Par contre, je pense que la procrastination devient pernicieuse quand elle devient un mécanisme d'évitement qui est répété et habituel et que ça entrave notre épanouissement personnel, notre épanouissement relationnel, notre épanouissement professionnel. C'est là que la procrastination se cache derrière des excuses comme le manque de temps, le manque de moyens, le manque d'énergie. Mais en réalité, elle est alimentée par nos émotions et particulièrement par l'anxiété. Souvenez-vous, je vous parlais tout à l'heure d'enjeux et ces enjeux génèrent une anxiété d'anticipation. C'est les scénarios en « et si ». Et si j'y arrive pas, et si je suis pas à la hauteur, et si à la suite de ça on se moque de moi, et si on me critique, et si au contraire j'y arrive, mais que du coup à côté de ça, bien ça m'éloigne de mes amis, de ma famille.
On peut avoir plein de scénarios dans sa tête qui va générer donc cette anxiété, et cette anxiété va générer une paralysie, une forme de paralysie. On va être en mode fuite, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne va pas agir en faveur de nos objectifs. Mais attention, ne pas agir en faveur de mes objectifs, ce n'est pas seulement être avachi sur mon canapé ou rester prostré dans mon lit, c'est aussi le fait de faire 1 million de choses, d'être super occupé, de faire plein de choses mais en fait qui n'ont aucun rapport avec mon objectif. Et plus pernicieux encore, ce que je fais justement me servira d'excuse pour dire j'ai pas eu le temps, j'ai eu d'autres priorités, c'était pas le bon moment, etc. Donc évidemment parfois c'est tout à fait justifié et fondé. Je ne veux pas diaboliser ces comportements ni faire culpabiliser qui que ce soit pour ses attitudes, et encore une fois, on le fait toutes et tous. C'est juste une invitation à mettre de la conscience sur certaines de nos actions pour lesquelles on se voile assez facilement la face. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Ce sont des mécanismes qui sont en place et c'est notre cerveau, l'inconscient, qui les guide. Donc finalement, quand on sent que la procrastination devient un problème dans notre vie, par exemple, quand ça nous empêche d'avancer dans nos projets, quand ça nous maintient dans un état de stagnation dans notre vie, quand ça crée en nous un sentiment justement de culpabilité ou de honte récurrent, quand ça contribue à nous faire perdre confiance en nous, en nos capacités à agir, à nous sentir responsables ou dignes de nos engagements, quand ça contribue à augmenter notre anxiété et donc à renforcer ces émotions désagréables, peut-être même à nous déprimer, nous isoler ou nous sentir vraiment très mal dans nos baskets, c'est justement là que c'est un cercle vicieux qui s'est enclenché et qu'il faut savoir arrêter, et donc mettre de la conscience dessus pour savoir l'arrêter. Et c'est ce que je vous aide à faire avec la méthode POP. Je vous guide d'une étape à l'autre et plus particulièrement dans les 2 premiers modules à sortir de ce cercle vicieux, de ces conditionnements émotionnels qui vous bloquent et à reprendre les rênes de votre vie en apprenant à les déjouer. Et c'est là que j'en viens à la 3e partie et donc aux stratégies pour mettre fin à cette procrastination émotionnelle. Donc la première étape, c'est de créer un cercle vertueux. Puisqu'on a vu comment le cercle vicieux s'enclenche, on sait qu'on peut créer le processus inverse. Et ça demande à la fois des techniques de recadrage de pensée, ça demande aussi une bonne connaissance de soi, de ce qui nous fait peur essentiellement, mais pas seulement. Ça demande d'avoir de la conscience par rapport à ces mécanismes de procrastination, d'autosabotage, d'évitement que nous appliquons dans notre quotidien, c'est-à-dire pas simplement des savoirs théoriques, mais c'est d'aller observer dans notre propre vie qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on procrastine, à quel moment, comment et quand ça se déclenche, pourquoi ça se déclenche, etc. De déconstruire les croyances limitantes qui sont à l'œuvre dans ces moments-là et de transcender tout ça pour recréer une histoire positive qui va donc soutenir notre objectif. Et donc c'est vraiment une partie programme qui est orientée développement personnel, introspection, coaching, exercice de PNL pour aller chercher vraiment ce qui nous bloque et à notre niveau, au niveau personnel, pas simplement rester dans de la théorie. Mais cette première étape à elle toute seule ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que notre cerveau et notre inconscient ne sont pas dupes et il ne suffit pas que je me dise je vais me sentir parfaitement à l'aise d'aller à la salle de sport. Si je ne l'ai pas vécu et ressenti parfaitement, alors que je n'ai jamais fait de sport, que je n'ai jamais franchi la porte d'une salle de sport et que je l'appréhende, il ne me suffira pas juste de me le dire pour que je puisse le ressentir et que ça fonctionne. Donc, la deuxième étape, ça va être de savoir comment maintenir l'action dans la durée et avec constance parce que, comme je le disais tout à l'heure, les aléas font partie de la vie. Donc des moments inconfortables, des imprévus, des moments de découragement, des moments de doute, des moments où vous allez devoir faire des efforts qui vont vous faire suer, des moments de fatigue parce que vous avez chopé un microbe, un virus. Il va y en avoir. Et l'idée ici, c'est de savoir malgré ça, malgré les émotions que ça va générer, de savoir maintenir l'action dans la durée et avec constance.
Et là, ça va être le subtil équilibre entre l'engagement qui va être nécessaire, l'engagement personnel nécessaire, et la douceur, l'autocompassion, tout cet amour de soi qu'on va déployer à ce moment-là pour renforcer son estime de soi et pour être en mesure d'avancer malgré les émotions que l'on va ressentir qui pourraient nous perturber. Évidemment, on peut se dire que ces émotions ou ces imprévus ou ces moments de découragement ne sont pas permanents, et c'est vrai, ce sont des états passagers. Sauf que quand on ne sait pas comment déjouer finalement ce qui représente des obstacles, on pourrait dire que ce sont des obstacles, on va se retrouver bloqué. Et l'idée un petit peu là, c'est d'imaginer qu'on est comme un randonneur sur le chemin de la vie et qu'on veut à un moment donné contourner un arbre qui s'est effondré et qui barre la route. Et du coup, on va pas pouvoir soulever l'arbre ni l'effacer d'un coup de baguette magique, mais on va le contourner ou on va passer au-dessus. Et donc c'est vraiment ce que ce troisième module du programme POP vous aide à faire, c'est-à-dire apprendre à surpasser les obstacles qui se présentent sur la route de la vie, dans le quotidien. Et c'est là qu'on va s'appuyer sur des stratégies d'organisation pour éliminer au maximum finalement l'emprise de ces obstacles, pour diminuer la durée pendant laquelle ça va nous impacter et pour diminuer surtout les enjeux émotionnels qui sont provoqués par ces obstacles. Donc là, on n'est pas seulement sur des aspects théoriques non plus, on est vraiment avec une intégration concrète, une mise en pratique dans le quotidien pour être capable ensuite de dupliquer ces stratégies à tout type d'objectifs. C'est pour ça que je disais en début d'épisode que parfois nous procrastinons, mais que ce n'est pas en raison d'un manque d'organisation. Si ce n'était qu'une question d'organisation, ça saurait et ça fonctionnerait. Donc les stratégies d'organisation, elles doivent à minima venir une fois qu'on a détecté les enjeux émotionnels et qu'on a appris à les contourner, les dépasser, les surpasser. Et donc la troisième et dernière stratégie, ça va être d'adopter des habitudes soutenantes dans le quotidien. Parce qu'il faut aussi avoir conscience, et c'est presque une question de bon sens, et pourtant on est tellement nombreux à ne pas l'appliquer. Moi la première, pendant des années, j'ai eu des mauvaises habitudes qui ne m'aidaient pas finalement. Mais notre mode de vie, nos habitudes, vont avoir un impact sur nos objectifs. Soit ça va nous servir, soit ça va nous desservir. Exemple, si je ne sais pas me mettre de limites par perfectionnisme et que je suis tout le temps en train de faire, défaire, refaire, tatillonner, être pointilleuse, passer des heures et des heures sur un truc, si je ne mets pas de limites aux autres parce que j'ai peur de ne plus être approuvée ou appréciée, donc je me laisse déranger au quotidien 10 fois, interrompre, que je rends service à droite à gauche, que en gros je ne sais pas dire non. Si je me disperse dans les distractions, j'ai le téléphone allumé à côté de moi, ça bip, je suis pas concentrée, j'allume la télé, je vais à mon frigo 10 fois, je vais 10 fois à la machine à café, je dis un petit peu tout et n'importe quoi, mais ce sont des choses réelles et concrètes qu'on vit tous. Si j'avance à l'aveuglette, que je me lance finalement un objectif, mais que j'y vais à l'aveuglette sans plan défini, puis même parlons de nos tâches quotidiennes, je vous parlais de faire les comptes, mais si je ne sais pas à minima un petit peu m'organiser en amont, savoir de quel papier je vais avoir besoin, est-ce que ces papiers sont à ma disposition, est-ce qu'ils sont classés dans l'ordre chronologique, est-ce que j'ai un tableur ou une calculatrice, enfin, si je suis pas à minima organisée et que j'ai pas un plan assez clair à suivre, ça va être un peu complexe finalement d'atteindre cet objectif. Si de la même manière je ne suis jamais satisfait de ce que je fais, mais au fond de compte tout ça, ça ne m'aide pas et je ne m'aide pas. Donc le quatrième module du programme POP, c'est vraiment cette aide qu'on va s'apporter avec des outils, encore des stratégies, mais surtout de l'auto-coaching, être en mesure de savoir s'auto-coacher, s'auto-questionner, s'auto-évaluer avec neutralité, bienveillance, mais sans complaisance, c'est-à-dire être totalement objectif pour se recadrer quand c'est nécessaire. Donc ça, ce parcours guidé, vous l'avez compris, je le développe vraiment dans le programme court en ligne qui s'appelle POP, Pulvérise les obstacles et la procrastination, à travers des techniques de coaching, à travers des exercices pratiques, et avec les enseignements théoriques, les leçons qui vous sont transmises, vous serez en mesure de développer une détermination infaillible et d'être outillé mentalement pour déverrouiller les blocages qui vous empêchent actuellement
de réaliser vos objectifs, vos projets, vos envies ou même les tâches les plus simples du quotidien. Je crois que nous avons tous le droit de vivre une vie épanouissante et savoureuse, et pour la partie qui dépend de nous, car tout ne dépend pas de nous, mais pour ce qui dépend de nous, c'est de notre responsabilité d'en prendre le contrôle. Voilà, vous avez maintenant un aperçu de l'importance de déjouer vos conditionnements émotionnels pour surmonter la procrastination. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous donne rendez-vous en description de l'épisode où vous retrouverez le lien vers la playlist des épisodes complémentaires à celui-ci. Vous retrouverez également le lien qui vous renvoie vers le détail du programme POP. Voilà, si vous avez envie de reprendre dès maintenant les rênes de votre quotidien et bâtir une vie à votre saveur, c'est le programme en ligne autonome qu'il vous faut. Et enfin, restez connectés pour ne pas manquer nos prochains épisodes. N'oubliez pas de partager l'appel du calme avec vos proches. Je vous remercie encore une fois de votre écoute, de votre fidélité. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Très belle semaine à vous. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.